Bien dans son job pour parler du leadership collectif avec Gwenaëlle Bock qui était déjà venue nous parler, je crois, de l'auteur qu'elle préfère le plus, Ken Blanchard. Et oui, c'est votre livre de choix, il est posé sur votre petite table de nuit pour parler de ce leadership collectif. D'abord, pourquoi pour vous, à travers évidemment vos lectures et votre expérience, pourquoi ce sujet est crucial ? Alors pour moi, il est crucial effectivement parce qu'il permet d'éviter l'épuisement du chef d'entreprise. Déjà, il y a cette dimension-là qui me paraît importante. On comprend très vite qu'un chef d'entreprise, comme n'importe quel être humain, a 2 bras, une tête. Et quand son entreprise croît, quand il y a des transformations à impulser et à accompagner, et bien évidemment, il faut pouvoir s'entourer et s'entourer efficacement, puisqu'on ne peut pas être sur un système pyramidal, je dirais, indéfiniment. Et donc, le leadership collectif nous donne des clés et des conditions du succès pour arriver à engager les collaborateurs. Vous le dites, et je l'avais lu, peu de managers se forment en fait. Oui, tout à fait. Il y a finalement assez peu de managers. En tout cas, il y a un gros écart entre la prise de conscience que c'est important de se former et le fait de se former réellement. Pas le temps, pas envie, pas... Est-ce que ça va être vraiment utile ? Moi, je suis expert. Est-ce que il se trouve que je suis chef d'entreprise, mais parce que finalement, mon expertise m'amène des clients et que, voilà, je suis presque chef d'entreprise par défaut, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Et donc... Pourtant, la formation permet la professionnalisation, et au-delà de la professionnalisation, ce que je veux dire par là, c'est que ça permet vraiment d'enclencher quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors, il y a une entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, puisque son patron s'est exprimé au Sénat et a fait grand bruit, c'est Michelin, oui. Qui finalement, à sa manière, expérimente ce leadership collectif. Tout à fait. Oui, Michelin fait partie des rôles modèles, on pourrait dire, sur les entreprises qui innovent dans leur modalité managériale. Et eux, ils sont donc sur ce modèle-là, c'est-à-dire que c'est un leadership partagé. C'est-à-dire au lieu de se dire qu'il y a un décideur, eh bien en fait il y a des décideurs qui vont être mis en place selon les circonstances, selon leurs compétences du moment et selon des rituels et des modalités assez précises. Pour le projet. Exactement. Donc souple. Évidemment ça apporte de l'agilité. Vous avez des sujets autour du design thinking, mais sans rentrer de plus de détails. En tout cas des éléments qui permettent en fait à chacun de se sentir à titre individuel plus autonome et donc plus engagé. Tout le monde a plus envie de participer à un projet dans lequel il se sent impliqué. Et à titre collectif, du coup, ça donne aussi beaucoup plus d'agilité et beaucoup plus, finalement, de créativité. J'évoquais Ken Blanchard parce que tout ça vient de cet auteur américain, enfin en tout cas de celui qui a conceptualisé. C'est quoi les 3 principes clés du leadership collectif ? Alors le premier principe, le premier effectivement, ça va être d'avoir une responsabilité partagée via notamment un objectif extrêmement clair. Un objectif clair, ça veut dire qu'effectivement on sait ce que ça veut dire, mais c'est surtout qu'il va être inspirant. Donc faire plus 15%, c'est clair, mais c'est pas forcément inspirant. En revanche, pour faire 15% ou pour devenir le leader de tel marché, ça c'est quelque chose de plus inspirant. Donc ça c'est le premier. Plus grand que soi en fait. Exactement. Bah, donc il y a le premier élément. Le deuxième c'est une culture et des valeurs communes. Pourquoi c'est important d'avoir des valeurs communes ? Parce qu'en fait ça nous permet d'avoir un guide commun pour prendre nos décisions et pour pouvoir diriger l'action. Bien sûr. Si vous êtes client-centrique, et que vous avez quelques personnes dans votre organisation qui, elles, pensent à faire du one-shot et qui ne se préoccupent pas de la satisfaction de la fidélisation client, on voit bien que ça peut poser des difficultés. Donc cette culture commune ou ces valeurs communes vont être importantes. Et puis le troisième axe, eh bien là, ça va être le leadership distribué selon les compétences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun a une expertise qui n'est pas forcément exclusive, mais qui lui est propre, et chacun doit pouvoir mettre cette expertise au service de l'entreprise. Et pour terminer, j'ai cette espèce de cosmogonie de ce leadership collectif. Ça repose sur des piliers autour de la responsabilité partagée, de l'autonomie, de la collaboration et le développement continu des compétences. Ça veut dire remettre l'homme au centre dans son autonomie. C'est un peu ça aussi le sujet. Alors oui, et c'est là en fait qu'on voit que Ken Blanchard en fait a développé différentes modalités autour de son modèle initial qui est SL2I. Ce modèle-là, en fait, il met en valeur l'autonomie individuelle. Et finalement, le leadership collectif, c'est continuer à tisser à déployer cette dimension d'autonomie individuelle pour en faire quelque chose de collectif. Et ce quelque chose de collectif, c'est quelque chose de plus engageant. Mais quand même, dans ce que j'entends, dans ce que vous nous développez à travers ce leadership collectif, il y a quelque chose d'adapté à la situation. Parce qu'en France, on a un vrai débat, c'est un manager, une tête, et tous les managers se ressemblent. Et vous nous dites exactement l'inverse. Effectivement, en fait, on comprend très bien que
un nouveau collaborateur qui vient d'arriver ne va pas avoir besoin du même accompagnement qu'un collaborateur plus expérimenté. Eh bien, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et donc, Kate Blanchard nous donne des éléments pour, du coup, pouvoir adapter son management individuel, mais également de pouvoir le faire au niveau de la collectivité. Quelques tips, Guénaëlle, sur les bonnes pratiques, parce que là, on voit la théorie, on voit que Michelin l'a expérimenté. Il y a quand même l'idée de quoi ? De faire des choses plus fluides, des réunions un peu plus concrètes, où on s'ennuie un peu moins ? Alors, en tout cas, des réunions plus participatives où chacun va pouvoir, à un moment donné, prendre justement le leadership sur un sujet, par exemple de terrain. Il y a également des modalités autour du co-développement, qui sont en fait la réunion de pairs qui vont du coup chercher à réfléchir ensemble pour résoudre des problèmes. Il y a également, Michelin le fait, la sollicitation du terrain pour pouvoir évidemment identifier les problèmes, identifier les solutions, mais surtout le pouvoir donné au terrain de mettre en œuvre les solutions. Celui qui est sur les machines, et Exactement. qui va pouvoir donner des conseils extrêmement précis d'amélioration de productivité. Exactement. Et puis les feedbacks réguliers et les coachings, ça c'est important parce qu'il faut toujours se former et rester connecté, quoi. Exactement, et puis c'est important aussi de pouvoir questionner en fait sa pratique de façon à rentrer dans une démarche d'intelligence et de performance collective. Merci Guénaëlle Bock d'être venue nous rendre visite, directrice de l'Institut de la performance, avec sous le bras évidemment, vous l'aurez compris, ce petit livre bleu de Ken Blanchard qui vous inspire et qui est évidemment très inspirant. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, le cercle RH, notre débat pour parler du sexisme. Alors on pensait à ce sujet réglé, il y a une loi de 2023 qui fait un délit lorsqu'on utilise, on a des comportements sexistes, mais les choses avancent lentement. On en parle avec nos experts à quelques jours de la journée de la femme qui sera le 8 mars, évidemment, traditionnellement. C'est le cercle RH, c'est notre débat et c'est tout de suite.